l'un des points, importants, j'aurais voulu commencer par, si vous pouvez le mettre dans le chat, heu, par exemple, les personnes qui nous ont rejoints, quelle, messagerie instantanée utilisez-vous principalement? Ça serait intéressant pour commencer cette conférence de voir, qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que c'est Messenger, WhatsApp, Signal, Olvid, un pigeon voyageur, plusieurs ou aucune d'entre elles? Olvid. Bonsoir à tous, vu qu'il y a plus de 2,7 milliards de personnes qui utilisent WhatsApp, on peut imaginer que WhatsApp sera peut-être la réponse la plus majoritaire. Donc, ça sera à vérifier. Alors on a Olvid, Messenger, Signal, WhatsApp. Messenger, WhatsApp. Nous avons un bon élève. Ah! Alors il y en a qui utilisent tout. Snapchat aussi, Discord, Signal. Très intéressant. Alors comment on fait la différence entre toutes ces messageries? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ce soir. Et notamment, vous êtes beaucoup mis en avant, Olvid, de ces derniers temps par, les questions de souveraineté, votre côté, franco-français, ce qui représente un avantage. On le verra. Vous êtes, considéré comme la messagerie la plus sûre au monde, utilisée par le MEDEF, certifiée par l'ANSSI. Mais pourquoi un manque d'utilisation, notamment de français, si bas? Vous allez, peut-être, à travers une introduction à la cryptographie, de votre système d'utilisation et des enjeux, répondre à cette question et encourager, beaucoup plus de nos participants à utiliser Olvid. Monsieur Sylvestre, j'ai bien assez parlé, que dites-vous de vous présenter, tout Eh bien, simplement? avec grand plaisir. Donc, Cédric Sylvestre, bonsoir à tous. Je suis un des cofondateurs d'Olvid, qui est la messagerie la plus sécurisée du monde. Donc, quand on parle et qu'on mentionne cette tagline, très souvent, ça fait vraiment tiquer donc les gens. Il y a un côté très marketing qui peut agacer, surtout quand on fait la cybersécurité. Et pourtant, on arrive à prouver mathématiquement ce que l'on est en train donc d'avancer. Alors moi, j'ai un double objectif en fait ce soir. D'une part, c'est que toutes les personnes qui assistent à cette vidéoconférence puissent comprendre comment fonctionne WhatsApp. Ça sera déjà un premier objectif. Et puis deuxièmement, c'est lister les questions que tout un chacun doit se poser quand on utilise un moyen de communication, que ce soit un SMS, un mail, une messagerie instantanée, Office 365, Google Suite, etc., pour que les personnes puissent à minima avoir en fait une certaine conscience en fait du degré de sécurité, de confidentialité qu'ils ont quand ils utilisent ce type de solution de communication. Alors, je vous propose, si j'arrive à partager en fait donc mon écran, voilà, simplement de vous dire un petit mot sur l'équipe d'Olvid. Il se trouve que nous sommes 4 cofondateurs, avec notamment deux de mes associés qui sont assez particuliers. Ce sont des docteurs en cryptographie. Donc, on parle de cryptographie sur la science, mais quand on parle de solutions, on dit qu'elles sont chiffrées. Donc, c'est le vocabulaire et la sémantique qui sont utilisés de la sorte. Il se trouve que Thomas et Mathieu, ils sont des docteurs en cryptographie et pendant 20 ans, ils ont été consultants en cryptographie et leur job, c'était de designer des protocoles cryptographiques sur mesure qui n'existaient pas sur l'étagère. Jusqu'à présent, on va le voir, la plupart des messageries en fait, que vous utilisez ont toujours été constituées à partir de l'état de l'art des protocoles cryptographiques qui existaient. Et si on s'arrête là, on s'aperçoit assez rapidement que les protocoles cryptographiques tels qu'ils existent ont rapidement une limite dans la manière d'architecturer ces protocoles cryptographiques, et c'est ce que je vais vous expliquer. Euh, pour me présenter rapidement, donc Cédric Sylvestre, moi je suis un ancien directeur de la BU Avocat chez LexisNexis, qui est un éditeur juridique, et j'ai été directeur général d'une entreprise spécialisée dans la dématérialisation pendant une dizaine d'années. Et j'ai rejoint en fait donc Olvid, j'ai cofondé en Olvid, donc il y a maintenant à peu près donc 2 ans. On a un petit mantra qu'on emprunte à Saint-Exupéry qui dit « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Nous, on est persuadés que la sécurité doit être invisible pour les utilisateurs. Pourquoi? Parce que si on veut être utilisé, il faut que la solution soit simple d'utilisation et que l'utilisateur ne voit pas toute la complexité qu'il y a derrière. Et quand on fait des solutions de cybersécurité,
L'idée, c'est d'essayer de réaliser une prouesse technologique qui est que dans un smartphone, n'importe lequel, il y ait une puissance cryptographique inégalée. Et c'est ce qu'on a fait donc avec Olvid. Alors, quelques éléments. Il se trouve que le grand jeune homme que vous avez vu, barbu, mon associé, qui est mon CTO, qui s'appelle Mathieu, il est également président de Siebel Angel. Siebel Angel, c'est une start-up qui se développe bien et qui fait la détection de fuites de données dans le web et le dark web. Et ça nous permet d'avoir un bon poste d'observation pour savoir d'où viennent les fuites de données. Il y a 3 raisons de fuite de données de manière schématique dans les entreprises. La première, c'est le carré en rouge. Le premier facteur de fuite de données dans une entreprise, c'est la négligence et non pas la malveillance. Dans 9 cas sur 10, la négligence est ce qui explique la fuite de données. Grosso modo, vous mettez dans les mains un outil à des utilisateurs, forcément, il y en a qui vont se tromper. Imaginez si vous prenez une solution, par exemple, de chiffrement de mail, par exemple, et que vous devez appuyer sur un petit cadenas, eh bien, on peut imaginer que sur 1000 personnes, il y en a un qui va oublier et qui va envoyer d'une manière non sécurisée à son interlocuteur, en clair, donc les données. Donc, premier enseignement, la négligence, la nature humaine est ainsi faite, explique qu'il y a des fuites de données qui sont en fait donc massives. Siebel Angel, son rôle, c'est de détecter des données quelque part dans le web ou dans le dark web, et c'est comme ça qu'ils arrivent à trouver toute la stratégie, par exemple, avec des plans du prochain avion, parce que ça a été échangé de l'entreprise mère vers un sous-traitant, qui l'a envoyé à un sous-traitant, qui l'a envoyé à un sous-traitant pour un petit boulon qui est créé à l'autre bout de la planète. Et dans la chaîne de communication de ces plans, il y a un endroit qui n'était pas sécurisé. Premier enseignement. Deuxième enseignement, 95% des fuites de données interviennent dans les entreprises quand vous communiquez à l'extérieur. Grosso modo, quand vous arrivez à architecturer, à sécuriser une solution comme Teams, par exemple, du Microsoft 365, vous arrivez à sécuriser en interne, mais on sait que les hackers prennent toujours le maillon le plus faible dès que vous communiquez à l'extérieur, avec un sous-traitant, un partenaire, un avocat, etc. Donc, deuxième enseignement, 95% des fuites de données interviennent quand vous communiquez à l'extérieur. Troisième enseignement, les fuites de données, les éléments confidentiels, ce n'est pas uniquement le top niveau. Tout le monde pense que c'est les membres du comité exécutif de l'entreprise qui manipulent des données en fait confidentielles. C'est complètement en fait, donc c'est vrai, mais c'est évidemment très restrictif. L'intégralité des fuites de données, ça intervient à tous les étages de l'entreprise. Département RH, juridique, les directions en fait donc opérationnelles, ça fuite à tous les niveaux de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de budget consacré à la cybersécurité. Et il n'y a jamais eu autant en fait, donc, de fuite de données. Et l'objectif de ce séminaire, c'est essayer de comprendre pourquoi. Alors, je commence toujours en fait, donc, le petit pitch par vous parler de nos chers dirigeants, et notamment en 2017, lors de la campagne électorale pour les présidentielles. Notamment, vous aviez, c'était assez connu, l'usage par des hommes politiques de solutions comme WhatsApp ou comme Telegram. Et mon petit doigt me dit que, encore, certains utilisent en fait ce type de messagerie. La vraie question, c'est pourquoi, à ce niveau de responsabilité, on peut imaginer qu'ils ont des solutions très sécurisées, pourquoi ils continuent à utiliser des messageries dites grand public qui sont chiffrées de bout en bout. Et cette question, on peut d'ailleurs se la poser pour toutes les entreprises. Dans les entreprises, vous avez plein de solutions, vous avez des mails, vous avez des suites logicielles comme Microsoft, et puis, vous avez plein d'outils qui permettent de sécuriser les communications. Alors, vous avez un VPN, par exemple, vous avez des proxys, vous avez des antivirus, vous avez des solutions de chiffrement comme PGP, et pourtant, tout le monde utilise WhatsApp. On s'est fait accélérer par Wavestone, qui est un conseil numéro 1 en cybersécurité. Je peux vous assurer que dans un contexte professionnel, WhatsApp est très utilisé. Et c'est ce qu'on appelle du shadow IT dans l'entreprise, c'est-à-dire les gens utilisent des solutions qui ne sont pas sécurisées, qui sont issues de leurs pratiques, de leur vie privée, et ils l'ont intronisée et introduite dans les entreprises. Pourquoi on utilise WhatsApp? Il y a grosso modo 3 raisons. La première, c'est que c'est facile à utiliser. Tout le monde peut
utiliser, télécharger et utiliser en fait donc WhatsApp. Deuxièmement, c'est très ouvert. Vous pouvez avoir dans votre carnet de contacts l'intégralité en fait donc des gens de votre famille, de vos collègues de travail, etc. Et troisièmement, c'est gratuit. Quand je dis c'est gratuit, c'est complètement faux. Et vous savez très bien qu'il y a eu notamment un changement des conditions d'utilisation donc de WhatsApp récemment, et qui vous demandait est-ce que vous acceptez de transmettre en fait donc des métadonnées à Facebook. Donc c'est là qu'il y a plein de gens qui se sont dit ah bon, WhatsApp ça appartient à Facebook. Oui, ça appartient donc à Facebook. Et surtout, on sait que quand les messageries en fait donc sont gratuites, elles exploitent des données ou des métadonnées, et le modèle économique notamment de WhatsApp est basé sur l'exploitation de données à votre insu. Pourquoi WhatsApp est un problème? Nous, on n'a pas rencontré. Un directeur informatique nous a dit c'est génial, ils essaient de s'en débarrasser, mais ils n'y arrivent pas. Et pourquoi WhatsApp est insécure, c'est-à-dire manque terriblement de sécurité. Alors, pour vous expliquer, je vais vous faire la plaquette marketing de WhatsApp. Quand vous utilisez donc WhatsApp, vous avez un petit bandeau vert qui vous explique, cher utilisateur, la conversation que vous avez via WhatsApp est totalement sécurisée parce qu'elle est chiffrée de bout en bout. Alors, qu'est-ce que veut dire chiffré de bout en bout? C'est-à-dire que j'ai mon téléphone, tout ce qui sort donc, du téléphone, avant que ça sorte du téléphone, ça va être chiffré, et la seule personne qui pourra déchiffrer l'information, ça va être mon interlocuteur sur son téléphone. Donc, de téléphone à téléphone, l'information est chiffrée et effectivement, aucun tiers ne peut prendre connaissance des messages via en fait, ce chiffrement de bout en bout. Donc, le chiffrement de bout en bout, c'est effectivement la capacité à chiffrer de l'information d'un point A vers un point B, et entre le point A et le point B, personne ne peut prendre connaissance des éléments qui sont échangés puisque c'est chiffré avec des clés de chiffrement. Ça permet d'avoir effectivement, d'un point de vue marketing, des solutions où les gens se disent on peut y aller, c'est chiffré et il n'y a aucun problème de sécurité, de confidentialité. Ce chiffrement-là permet d'utiliser des serveurs qu'on appelle des serveurs de distribution, et c'est parfait parce que ça permet en fait donc d'avoir une disponibilité. Vous pouvez envoyer donc des messages à n'importe quelle heure, sur n'importe quel endroit en fait donc de la planète, et c'est permis grâce à ces messages de distribution. Je m'arrête sur ce que les gens connaissent en fait donc de WhatsApp, et bien souvent ils ne vont pas plus loin, et surtout WhatsApp oublie de vous dire qu'il y a un deuxième serveur. Il y a un deuxième serveur qui est un annuaire de l'ensemble des utilisateurs. Alors, l'annuaire des utilisateurs, c'est très simple. Vous avez quelque part sur la planète un annuaire, donc un serveur, qui rassemble les 2,5 milliards de numéros de téléphone des utilisateurs de WhatsApp. Et cet annuaire, il est tout puissant. Pourquoi? Et c'est ce qu'il faut bien comprendre. Quand vous utilisez WhatsApp, vous êtes, je ne suis pas Cédric Sylvestre, je suis un numéro de téléphone. Et quand je m'adresse au serveur qui est sur le sol américain, on pourra en parler de WhatsApp, je vais dire bonjour, je suis le 0607 blablabla, et je voudrais rentrer en relation avec une personne dont voici le numéro de téléphone, 06 08 blablabla. Le serveur dit très bien, il va vérifier s'il a le numéro de téléphone que vous venez de lui exposer, et il va dire bah, très bien, je l'ai, super, voici en fait les clés de chiffrement, et vous pouvez commencer votre conversation. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous commencez à avoir une communication avec, extrêmement en fait, donc, confidentielle, chiffrée, avec une personne dont vous n'êtes pas sûr de l'identité. Pourquoi? Parce que quand vous basez l'identité d'une personne sur un numéro de téléphone, c'est une hérésie. Il n'y a rien de plus facile que d'usurper un numéro de téléphone. Donc, vous êtes en train d'avoir une conversation la plus chiffrée et la plus sécurisée du monde avec une personne dont vous n'êtes vraiment pas sûr de l'identité. Et ça, c'est un énorme en fait, donc, problème. Ce serveur, il est tout puissant parce que c'est lui qui distribue les clés de chiffrement à des numéros de téléphone. Je vous donne des exemples pour que vous puissiez bien comprendre. J'adore prendre l'exemple, imaginez vous êtes en entreprise, vous êtes dans une entreprise de 1000 personnes, et les 1000 personnes ont chacun un numéro de téléphone et un téléphone qui est donné en fait, donc, par l'entreprise.
Imaginez que vous venez d'arriver dans l'entreprise et vous allez récupérer le numéro de téléphone et le téléphone d'une personne en fait, qui a quitté l'entreprise et on vous donne son smartphone avec un numéro de téléphone associé. Eh bien, même si votre DSI, le directeur informatique, a complètement supprimé tout ce qu'il y avait en fait sur téléphone, que va faire WhatsApp? Il va reconnaître qu'il y a un numéro de téléphone qu'il connaît en fait donc déjà, et il va vous proposer, quand vous allez vous reconnecter à WhatsApp, bonjour, monsieur 0607, parce que vous êtes encore toujours un numéro de téléphone, est-ce que vous voulez en fait nous récupérer les photos qu'il y avait dans l'ancien donc téléphone? Et si vous dites oui, vous allez récupérer l'ensemble des photos de vacances de votre ancien collègue de travail qui est parti. Ça, c'est pour vous prouver qu'il y a des backups, donc dans WhatsApp, qui sont liés à des numéros de téléphone, et à ce numéro de téléphone, il y a des données qui sont backupées. Vous voyez déjà en fait donc le problème. Deuxième problème, Signal a eu beaucoup d'abonnés supplémentaires quand WhatsApp a décidé de changer les conditions d'utilisation et de demander l'autorisation aux utilisateurs de WhatsApp de pouvoir donner des métadonnées à Facebook. Eh bien, il y a certaines personnes, et vous allez peut-être, on pourra voir dans le chat, il y a des personnes qui m'ont dit on est passé sur Signal, je ne comprends pas, il y a du spam. Ben oui, pourquoi il y a du spam? Parce que comme WhatsApp, comme l'intégralité des messageries du marché, vous avez cet annuaire. Et c'est très facile, vous avez grosso modo 100 millions de numéros de téléphone donc, en France. C'est facile d'aller taper dans le serveur l'annuaire centralisé de Signal et dire je voudrais parler à tel 0607. Bon, il n'y est pas. Je voudrais parler à tel 0648. Et dès qu'il va trouver en fait ce numéro de téléphone, vous allez pouvoir envoyer un message à ce numéro de téléphone. Et c'est comme ça qu'on peut en fait envoyer, en tapant dans un serveur chez Signal, on peut envoyer en fait donc des spams et vous allez recevoir donc des messages que vous n'avez vraiment pas envie d'avoir. Donc, j'espère que vous avez compris, cet annuaire centralisé, il est tout puissant. Premier problème, c'est que vous n'avez aucune garantie sur l'identité des personnes avec lesquelles vous correspondez. Deuxièmement, il y a des backups et vous pouvez récupérer des données donc des personnes. Troisième problème, ces serveurs, ils sont sur le sol américain. Telegram, ils sont en Russie. WhatsApp, Signal, ils sont sur le sol américain et c'est soumis au Cloud Act. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la NSA, les renseignements aux États-Unis ou le gouvernement peuvent allègrement regarder tout ce qui se passe sur les serveurs donc, de ces éditeurs de messagerie. Et ils peuvent en fait donc, voir par exemple qui parle à qui, à quelle heure, à quelle fréquence. Ils peuvent récupérer en fait donc, des données, donc des métadonnées. Donc, sachez que quand vous utilisez ce type de messagerie, et surtout dans un contexte professionnel, toute la R&D, tout ce que vous avez envoyé en fait, donc, via WhatsApp peut être récupéré par le gouvernement américain. Et c'est pour ça que nous sommes rentrés, et on le verra, dans une guerre économique totale où les principaux attaquants, ce sont les États. Et les États peuvent aller vérifier tout ce qui se passe quand vous employez des moyens de communication qui ne sont pas suffisamment sécurisés. Et le dernier problème, c'est que nous, on a un principe qui est très fort chez Olvid. Nous sommes persuadés que tout serveur a vocation à se faire hacker. Plus vous avez un serveur centralisé, notamment avec des clés de chiffrement, plus en fait, donc, on va imaginer que ça peut attirer évidemment les hackers. Donc, vous voyez, cet annuaire, il est tout puissant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'intégralité des messageries, Telegram, WhatsApp, Signal, Wire, Messenger, ils utilisent tous un modèle de sécurité qui est basé sur un serveur centralisé qui fédère les clés de chiffrement, les clés publiques et les identités en fait, donc, des personnes. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a viré cet annuaire. On a viré cet annuaire parce qu'on considère que cet annuaire est tout puissant et que quelqu'un qui en prend possession ou qui le hack peut prendre connaissance de tout ce qui se passe dans les messageries. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec Olvid, on a réinventé des protocoles cryptographiques qui n'existaient pas sur le marché, qu'on a fait certifier par le président de l'Association internationale des cryptologues, on s'est fait certifier par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et le fait de ne pas avoir d'annuaire, vous allez comprendre le cercle vertueux. Nous sommes la seule messagerie au monde à ne pas demander de données personnelles pour fonctionner. On ne vous demande pas de numéro de téléphone, pas de mail, pas de nom, pas de prénom. Et quand vous utilisez Olvid, vous n'êtes pas en train de créer un compte chez nous. Donc, on est la seule messagerie à ne demander aucune donnée personnelle. Si on n'a pas de données personnelles, ça veut dire qu'on n'a pas d'identité numérique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'usurpation d'identité possible via Olvid. Et si on n'a pas d'annuaire et pas d'identité, on n'a pas non plus de possibilité d'avoir accès aux données et aux métadonnées. Grosso modo, avec Olvid, nous, en tant qu'éditeurs, on n'a accès à rien. Et les seules personnes
qui ont accès à l'information, ce sont les utilisateurs en fait, d'Olvid, de part et d'autre. Un individu A qui communique avec Olvid à un individu en fait, donc B, seront vraiment les seuls et les strictement seuls à pouvoir s'échanger des informations en toute confidentialité. C'est ce qu'on appelle le zéro trust. Le zéro trust, c'est la capacité à ne faire confiance ni à l'opérateur de télécommunication, ni à l'éditeur, ni à l'hébergeur, ni à un serveur, mais uniquement de personne à personne. Et c'est ce que nous avons fait en fait donc avec Olvid. Et c'est pour ça que nous avons eu en 2020 l'occasion de gagner tous les grands prix en cybersécurité, le prix du Forum international de la cybersécurité, le prix des assises de la sécurité, qui est la grande messe donc des DSI du CAC 40 en France et en Europe en matière de cybersécurité. Et puis, comme je vous l'ai dit, nous sommes aujourd'hui la seule messagerie certifiée par l'Agence nationale de la sécurité, donc des systèmes d'information. Donc, je ne suis pas là pour faire une présentation en fait commerciale, et c'est simplement deux choses. Pour vous dire que nous sommes la seule messagerie au monde à être entièrement gratuite. Il y a une version gratuite sur les stores que vous pouvez télécharger qui vous permet d'échanger du texte, des pièces jointes, quel que soit le poids des pièces jointes. Vous pouvez vous envoyer un fichier de 1 ou 2 gigaoctets, ça passe en instantané, et de créer des groupes. Donc du texte, des pièces jointes et de créer des groupes. Et puis on propose des options payantes pour les entreprises, des conférences téléphoniques, les appels téléphoniques. On arrive à prouver que même l'opérateur de télécommunication ne peut pas prendre connaissance donc, des messages via Olvid, avec une vraie qualité de service. Il y a beaucoup de gens qui utilisent Olvid dans le monde, notamment aux États-Unis, quand ils appellent l'Europe. Quand vous passez par des opérateurs de télécommunications en fait, classiques, parfois ça grésille, il y a des temps de latence. Quand vous utilisez en fait donc Olvid, c'est la data, c'est comme si la personne était à côté de vous donc, dans la pièce. C'est non seulement sécurisé avec un niveau de sécurité sans précédent, mais la qualité de service est associée. Et puis, on propose une version desktop, ordinateur pour les entreprises, et puis aussi une possibilité, comme vous l'avez compris, on n'impose pas d'annuaire, mais si l'entreprise veut, comment dire, s'appuyer sur son propre annuaire, c'est tout à fait en fait donc possible. Alors, les cas d'usage, je voudrais qu'on se mette dans la peau d'une entreprise et qu'on regarde les cas d'usage. Donc, les premiers utilisateurs de ce type en fait, donc de messagerie, ce sont les membres du top management, c'est-à-dire, on commence toujours par les comités en fait, exécutifs. Et ensuite, on s'adresse à l'intégralité des départements d'entreprise. Je vous donne un exemple. Quand vous avez une attaque informatique, imaginons votre DSI en alerte, qu'est-ce qu'il fait? Il éteint les serveurs. Donc, vous ne pouvez plus avoir accès à votre messagerie professionnelle. Et c'est comme ça que nous avons constaté que dans les entreprises, et c'est ça qui est terrible, quand il y a une crise informatique, une attaque informatique, tout est coupé et vous ne pouvez plus en fait utiliser les outils de communication professionnelle et tout le monde se retrouve sur WhatsApp et Gmail. Donc, vous rajoutez à la crise informatique de la crise puisque vous utilisez des outils qui ne sont pas sécurisés. Avec Olvid, il n'y a pas d'adhérence au système d'information et vous pouvez continuer à communiquer donc avec Olvid plutôt que d'utiliser des solutions non sécurisées. Et le troisième élément, c'est qu'avec Olvid, il y a vraiment la possibilité de pouvoir communiquer avec l'ensemble de l'écosystème externe, les avocats, les consultants. Attention, messieurs les avocats, les consultants, vous êtes la cible et la proie des hackers, puisque quand vous utilisez des solutions non sécurisées, vous n'avez pas de VPN, vous utilisez du mail, le mail est le premier vecteur d'intrusion, d'attaque en fait donc informatique, de fichiers en fait donc vérolés. Faites très attention à l'utilisation du mail, c'est facile à usurper et à comment dire et à créer en fait donc des attaques informatiques. Et donc dans l'écosystème en fait donc extérieur, nous pour la première fois en moins de 30 secondes, vous avez la possibilité de créer un canal entre deux personnes qui n'appartiennent pas au même système d'information et qui ne font confiance à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Et la force, en fait, justement, du messagerie instantanée, c'est avoir la possibilité de vous garantir qu'en aucun cas, un tiers ne puisse prendre connaissance des messages. Et comme vous l'avez compris, ça sera la dernière fois que je le dirai de la soirée, quand vous avez un annuaire, il y a forcément quelqu'un qui l'administre, il y a quelqu'un qui peut le hacker, il y a quelqu'un qui peut prendre en fait donc des informations sur ce type d'annuaire. C'est pour ça qu'il faut s'en passer et il ne faut pas faire confiance donc à l'éditeur dans ces cas-là. Je voudrais, comment dire, sans prendre trop de temps, vous remettre la rupture technologique en fait donc d'Olvid dans une histoire des moyens de communication. Internet, c'est une technologie qui date des années 70.
Et de 70 jusqu'aux années en fait, 90-2000, il a fallu faire confiance à tout pour pouvoir en fait communiquer. C'est-à-dire que quand vous envoyez un mail, et quand vous aviez la chance qu'il arrive, il fallait faire confiance aux fournisseurs d'accès, fournisseurs d'hébergement, aux serveurs, aux câbles qui passent sous l'Atlantique pour pouvoir communiquer. Bref, vous étiez très content de communiquer de manière dématérialisée, mais il fallait faire confiance à l'ensemble de l'infrastructure et à l'ensemble de l'écosystème qui permettait d'acheminer un message d'un point A ou un point B. Évidemment, dans les années 2000, il y a des protocoles de chiffrement qui sont apparus, SSL, TLS, qui ont permis de chiffrer les informations qui partent de votre téléphone ou de votre ordinateur, de votre device, vers un serveur qui appartient à l'éditeur de la solution. Et c'est comme ça que sont apparus, en mode SaaS, les éditeurs comme Microsoft, Dropbox, Zoom, WhatsApp, où là, la bonne nouvelle, c'est que vous ne devez plus faire confiance aux fournisseurs d'hébergement ou aux câbles. Vous devez faire confiance uniquement à l'éditeur de la solution. Nous, on pense que, et c'est pour ça qu'on a créé Olvid, faire confiance à l'éditeur de la solution, c'est une question que l'on pose. Imaginons si l'éditeur de la solution se fait hacker, et sachez qu'avec les augmentations de cyberattaques, les fournisseurs de solutions de cybersécurité sont de plus en plus la cible des attaquants. Pourquoi? Parce que quand ils ont des serveurs, et si jamais des attaquants peuvent prendre possession du serveur, imaginez les informations extrêmement confidentielles qui peuvent en fait récupérer. Et c'est pour ça que nous, on s'inscrit dans ce qu'on appelle, et je vous l'ai déjà dit, dans le Zero Trust, c'est-à-dire la capacité à ne plus faire confiance à qui que ce soit, et même pas à l'éditeur, mais uniquement de personne à personne. Et ça, c'est une révolution. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est recréer une intimité en fait, donc, numérique que l'on pourrait, une intimité en présentiel dans une salle physique entre deux personnes. Quand vous parlez dans une salle où il n'y a pas de caméra, il n'y a pas en fait de gens qui vous écoutent et vous avez une conversation libre, eh bien, on a voulu porter ce niveau de confidentialité entre deux personnes dans un monde physique dans le monde de l'Internet, en prouvant mathématiquement que les serveurs ne jouent plus aucun rôle dans la sécurité. Comme vous l'avez compris, on n'a plus d'annuaire, on a simplement gardé un serveur de distribution, ce qui fait que lorsque vous prenez l'avion et que vous avez éteint votre téléphone, il faut simplement que le serveur qui sert uniquement de passe-plat puisse conserver le temps que vous ouvriez en fait, votre téléphone quand vous descendez en fait, donc, de l'avion. Mais ce serveur de distribution, grâce à la cryptographie, on arrive à prouver mathématiquement que personne, même si notre serveur est hacké, ne pourra prendre connaissance de la moindre information de votre conversation. Alors, je voudrais en fait donc terminer cette présentation par quelques questions que vous devez systématiquement vous poser, même si vous n'êtes pas en fait donc des spécialistes de la cybersécurité. La première question, que vous utilisiez un SMS, un mail, une messagerie en fait donc instantanée ou je ne sais quoi, vous devez toujours vous poser la question, est-ce qu'il y a des données qui sont stockées et est-ce qu'elles sont stockées? Où sont-elles stockées? Plus ça va, plus on est en train en fait, donc, de s'apercevoir que les solutions on-premise, c'est-à-dire les solutions dont les serveurs sont chez les clients, il y en a de moins en moins, parce qu'il y a le mode SaaS qui est passé en fait, donc, par là. Pourquoi? Parce que c'est très cher, c'est très coûteux et c'est très risqué d'avoir ses propres en fait, donc, serveurs. Ça coûte très cher à sécuriser. Quelques grandes entreprises peuvent le faire, mais c'est très compliqué de pouvoir sécuriser ses propres serveurs. Donc, c'est pour ça que la plupart maintenant des solutions, c'est en mode SaaS, c'est dans le cloud. Mais attention, le cloud, donc c'est dématérialisé, c'est-à-dire que les serveurs ne sont pas chez vous. Il faut toujours vous poser la question sur quel territoire ils sont. Parce que vous avez des lois extraterritoriales qui peuvent vous impacter. Je vous ai donné l'exemple du Cloud Act, qui fait que toute entreprise de nationalité américaine et qui a des serveurs dans le monde entier, eh bien, le gouvernement et la NASA, le gouvernement américain et la NASA peuvent tout à fait prendre connaissance des éléments qui sont en fait donc, sur le serveur. Donc, méfiez-vous, première question, où sont stockées les données? Comme vous l'avez compris avec Olvil, les données ne sont pas stockées dans le cloud,
elles sont stockées sur les téléphones en fait, donc des gens. Deuxième question, comment sont-elles chiffrées? Qui détient les clés? Très important, vous avez donc des solutions de disque dur. C'est une illusion de sécurité. C'est facile en fait donc à craquer. Vous avez des solutions de chiffrement avec des mots de passe. C'est une illusion de sécurité. Dès que vous avez des mots de passe, on sait que les niveaux de sécurité des mots de passe ne sont pas suffisants et donc vous pouvez en fait récupérer la clé de chiffrement. Et puis vous avez des chiffrements avec des clés utilisateurs. C'est ce qu'on a fait en fait chez Olvid. Quand vous utilisez en fait donc Olvid, vous avez des clés éphémères de chiffrement qui sont générées sur votre téléphone. Pour envoyer un message, il y a une clé éphémère qui vous permet de chiffrer le message. Dès que vous l'envoyez, elle est supprimée automatiquement. Et quand la personne va recevoir le message, votre interlocuteur, elle utilise une clé de chiffrement pour déchiffrer éphémère. Et une fois que le message est déchiffré, la clé éphémère est supprimée. Donc ce sont, vous voyez, des clés de chiffrement qui sont détenues sur les téléphones et pas dans un annuaire en fait, donc centralisé. Troisième question, comment l'utilisateur accède-t-il à ces données? Alors là, je voudrais pousser un grand cri d'alerte. Méfiez-vous, quand vous avez des contrôles d'accès à base de login et de mot de passe, faites très attention sur le choix des mots de passe. Peut-être que vous le savez, il faut qu'ils soient compliqués parce que c'est très facile de craquer les mots de passe. Dans 95%, les niveaux de sécurité des mots de passe ne sont pas suffisants et peuvent être craqués en fait facilement. Donc c'est pour ça qu'il y a la double authentification qui est en train d'émerger sur le marché. Mais ça veut dire que vous êtes obligé de faire confiance à l'éditeur de la solution qui peut stocker dans une base de données l'ensemble des mots de passe qui permettent d'accéder à ces services. Si le serveur de l'éditeur se fait en fait donc hacker et qu'une personne peut récupérer les identifiants, eh bien, il pourra en fait avoir accès à votre donnée. Donc certes, tout ce qui est contrôle d'accès à base de mots de passe, il faut bien choisir les mots de passe, mais ça veut dire que vous êtes obligé de faire confiance à un serveur qui va stocker en fait donc des mots de passe. Méfiez-vous. Deuxième élément, il y a beaucoup en fait, de solutions avec des clients web. Toutes les solutions où vous avez des clés de chiffrement à l'intérieur du navigateur web, il faut les exclure parce que un attaquant peut aller via le navigateur web récupérer en fait, donc, des données. Et c'est pour ça que nous, chez Olvid, on n'a pas de mot de passe pour avoir accès donc, à Olvid, on n'a pas de compte. On a vraiment une application qui est dédiée à la cryptographie. Et c'est ça qui fait la différence. L'élément en fait en gris, c'est contre qui veut-on se protéger? Est-ce que c'est contre un État? Est-ce que c'est un concurrent? Est-ce que c'est les utilisateurs? Comme je vous l'ai dit, hein, les utilisateurs, à 95% des fuites de données interviennent parce qu'il y a un utilisateur qui a fait une connerie dans l'entreprise. Et ce sont des questions que vous devez en fait vous poser quand vous adoptez en fait une solution. Si effectivement c'est pour échanger des éléments que vous considérez comme non confidentiels. Vous pouvez prendre en fait donc un WhatsApp. En revanche, si vous voulez être sûr de l'identité de la personne avec laquelle vous correspondez et que, à la limite, imaginons que vous avez été pris en photo dans une soirée en fait donc arrosée et que vous ne voulez pas qu'un jour ça ressorte sur le cloud, comme c'est possible avec WhatsApp, ben vous pouvez en fait utiliser Olvid. Ce que l'on dit avec Olvid, c'est qu'au moins, il n'y a pas de spam, il n'y a pas de pédophiles qui traînent, il n'y a pas en fait justement de détournement en fait, donc de mineurs. Il y a en fait finalement un cercle vertueux où vous n'avez dans votre solution de messagerie instantanée uniquement des personnes sur lesquelles vous êtes sûr de l'identité. Et il n'y a aucun tiers qui peut en fait donc s'immiscer. Et donc ça, c'est vraiment en fait important. Et je finirai par deux questions. Est-ce que l'attaque de masse est possible? Est-ce que les attaques ciblées sont possibles? Vous l'avez compris, quand il y a un annuaire centralisé, quand la sécurité est centralisée, vous avez la possibilité d'une attaque de masse. Il suffit d'attaquer le serveur et là, vous prenez connaissance en fait donc des données ou des métadonnées. En revanche, quand il n'y a pas de serveur centralisé, là, vous avez la possibilité donc, de faire des attaques ciblées. Alors, les vols de mots de passe, donc c'est pour ça que faites attention quand vous avez du contrôle de l'accès à base de mots de passe, il peut être volé. On peut intercepter les SMS, on peut faire du phishing, c'est-à-dire faire l'usurpation d'identité. Vous êtes persuadé de communiquer avec vos directeurs financiers. Or, le mail
l'adresse mail du directeur financier comporte une petite modification et puis vous êtes en train d'échanger avec quelqu'un qui finalement n'est pas votre directeur financier. Donc faites très attention effectivement sur ces différents aspects. Il y a l'intrusion sur un ordinateur, en fait, donc un téléphone qui est possible, un vote du device. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que nous, quand vous utilisez en fait donc Olvid, vous n'avez pas de mot de passe, vous n'avez pas créé de compte, il n'y a pas de possibilité d'attaque de masse. C'est clair que si jamais un État veut prendre possession du contrôle de votre téléphone, il le pourra. Mais en revanche, ça coûte très cher. Il ne peut pas le faire en fait, donc avec tout le monde. Si, par exemple, un concurrent veut observer tout ce qui se passe chez vous en tant qu'entreprise, il faudrait qu'il essaye de hacker tous les téléphones ou les téléphones les plus importants des managers en fait, donc, dans l'entreprise. C'est quelque chose qui coûte très cher et qui est difficilement en fait, donc, faisable. Donc, encore une fois, il faut bien réfléchir quand on parle de sécurité. À partir du moment où vous avez un serveur en fait, donc, centralisé, sachez que ce serveur attire en fait les attaquants, d'où l'idée de décentraliser la sécurité. Et on pense que l'avenir de la cybersécurité, c'est justement ce système de décentralisation qui permettra en fait effectivement d'arrêter ces massacres, ces attaques de masse. On est dans une guerre totale en fait donc économique. Encore une fois, les principaux attaquants sont donc les États. Ils ne reculent devant rien pour prendre possession de la propriété intellectuelle, des données des entreprises, des plans de stratégie, tout ce qui peut être échangé vers des moyens de communication non sécurisés et pas suffisamment sécurisés, peuvent directement atterrir sur les bureaux en fait, des États, de la Russie, de la Chine, donc des États-Unis et bien d'autres. Et c'est pour ça qu'il faut absolument se préserver et faire les bons choix quand on utilise des moyens de communication. Je m'arrêterai là et je vous laisserai avec une petite phrase de Mark Zuckerberg qui nous explique qu'en mai 2019, avec derrière lui « The future is private », effectivement, il y a tout un écosystème qui est en train de se développer sur le privé. Il faut défendre les données personnelles. Vous savez qu'il y a une réglementation au niveau européen avec le RGPD. Il ne s'agit pas de le dire, il s'agit en fait donc de le faire technologiquement et c'est ce qu'on a fait. Je m'arrêterai là pour la présentation et maintenant je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Sylvestre, pour cette présentation très claire. Donc, en fait, le maître mot est la décentralisation pour se sécuriser, j'ai l'impression. On a déjà quelques questions. Je viendrai aux miennes une fois qu'on aura avancé celle-là pour qu'il n'y ait pas de frustration parmi nos invités. Alors, la première, je vais les prendre dans l'ordre. Alors, je ne les vois pas parce que j'ai partagé mon écran, donc je veux bien que vous l'ayez. Oui. Je vous écoute. Alors, êtes-vous intéressé aussi par l'Internet of Mind et la neuroprivacy? Alors, on peut en fait mettre beaucoup de technologies, il y en a beaucoup en fait pour s'authentifier, on peut faire en fait donc, beaucoup de choses. Nous, on est persuadés que le meilleur moyen pour vérifier à qui on parle, parce que le problème numéro 1 sur le monde Internet, c'est que vous êtes dématérialisé et vous ne savez pas à qui vous parlez. C'est toujours un problème d'authentification et d'identité de la personne. Alors, pour l'identité de la personne, il y a plein de sciences, il y a beaucoup en fait, donc, de choses. Nous, on recommande, quand on doit en fait, donc, vérifier l'identité, soit on est en présentiel, soit on est en distance et on peut reconnaître en fait, donc, la voix, soit on est par exemple, pourquoi pas en fait, par Zoom, peu importe, on peut en fait, donc, moi je suis sûr de pouvoir parler en fait, donc, à Christine et on peut s'échanger en fait, un code de 4 chiffres qui va vérifier en fait, l'identité en fait, de la personne avec laquelle en fait, donc, on correspond. On peut mettre beaucoup en fait, donc, de technologie, mais on pense qu'il faut revenir à l'humain. Ce que nous on dit, c'est que la confiance, la sécurité est basée en fait sur l'humain et on préfère ne pas trop faire confiance à des technologies qui vont essayer de vous prouver que c'est la bonne personne. Allez vérifier vous-même en fait la personne et tous les moyens sont bons. Soit en fait effectivement vous la connaissez, vous savez comment dire, vous reconnaissez en fait donc sa voix ou vous êtes en fait dans une pièce et on pense que dans Olvid vous n'aurez pas 500 personnes amies comme sur Facebook. Vous en aurez peut-être 10 ou 15, là je parle pour les gens du grand public, mais au moins, vous êtes sûr de l'identité de ces personnes et puis finalement, dans la vie, est-ce que vous discutez avec 500 personnes? Olvid, c'est le contraire du réseau social. Vous voulez juste en fait avoir des discussions intimes, sécurisées, avec des personnes que vous connaissez en fait vraiment et donc là,
c'est pour ça qu'on préfère se baser sur vraiment la confiance que se font les gens en fait entre eux, plutôt que de faire trop confiance à des technologies pour essayer de prouver l'identité des personnes. Merci. Alors, on a 2 questions sur le modèle économique d'Olvid, Mhm. que vous avez un peu présenté. Alors, Mhm. tout simplement, quel est le modèle économique d'Olvid? Et ensuite, si vous ne collectez pas les données des utilisateurs, cela implique que vous ne dégagez un revenu qu'au travers des abonnements proposés aux entreprises. Ouais, c'est exactement ça. On est la seule messagerie à monde à être vraiment gratuite parce qu'encore une fois, on ne demande aucune donnée personnelle pour fonctionner. Donc, on n'a absolument rien. Nous, on connaît en fait les clients uniquement quand on signe en fait des contrats avec des entreprises avec la personne morale, mais on ne sait pas quels sont les utilisateurs en fait donc derrière Olvid. Et donc ça, c'est vraiment en fait une garantie donc totale sur le fait qu'on n'a pas d'annuaire, on n'a pas de données personnelles. C'est totalement gratuit puisqu'on ne peut absolument rien exploiter. Et effectivement, le modèle économique est basé sur du B2B, donc vente de fonctionnalités pour les entreprises qui, elles, ont 2 problématiques. La première, c'est chasser le shadow IT, c'est-à-dire l'utilisation d'outils qui ne sont absolument pas sécurisés comme WhatsApp, Telegram, en fait, Signal et bien d'autres, WeTransfer, par exemple, dans les entreprises. Vous savez, quand vous envoyez un mail et puis que ça ne passe pas parce que la pièce jointe est trop grosse, bah, on est sur WeTransfer. Alors, WeTransfer, hein, tout est en clair sur les serveurs de WeTransfer. C'est une catastrophe en termes de sécurité. Et donc, on permet dans les entreprises à supprimer ce qu'on appelle le shadow IT, ce qui échappe à la sécurité du directeur d'informatique. Et puis, la deuxième chose, c'est que quand vous avez même des solutions sécurisées et que vous prenez par exemple Office 365 de Microsoft, tout le monde a basculé, hein, soit sur Google Suite, soit sur Microsoft. D'une part, vous devez quand même faire confiance à Microsoft, hein, comme c'est américain, le gouvernement peut prendre exactement connaissance de tout ce qui se passe sur les serveurs en fait, donc de Microsoft, il faut le savoir. Mais quand bien même, OK, vous faites confiance à Microsoft, la vraie problématique, c'est quand vous communiquez à l'extérieur, vous devez ouvrir des comptes avec de la gestion de droits d'accès, avec des mots de passe qui ne sont pas, dont les niveaux de sécurité ne sont pas suffisants. Et c'est là que, imaginez que vous avez vous êtes en train de créer un compte avec quelqu'un de l'extérieur. Les niveaux de sécurité des mots de passe ne sont pas suffisants, ben, l'attaquant va pouvoir en fait usurper, pénétrer dans le système d'information de la grande entreprise. Et c'est ce qui se passe. Les grandes entreprises se font cyberhacker par les maillons les plus faibles des personnes à lesquelles en fait, donc, elles correspondent. Donc, on a vraiment voulu faire Olvid et c'est pour ça qu'on propose des fonctionnalités payantes pour chasser le shadow IT et pour avoir des manières en fait, aussi simples de communiquer en interne et aussi en fait, avec l'extérieur avec un niveau de sécurité sans précédent. Merci. Alors, nous avons, pareil, une question un petit peu double. Signal, Telegram et Olvid, en termes de fonctionnement et de sécurité, quelle différence? Et dans le chat, nous avons aussi Olvid, Trema et Frog Trust. En quelques mots, quelles sont les Bon, différences? mais écoutez, c'est très simple. Vous avez toutes les messageries du marché et Olvid. Ça paraît en fait un peu présomptueux de dire ça, et c'est pourtant toutes ces messageries, WhatsApp, Telegram, Signal, Wire, Trima, Chap, tout ce que vous avez, il y a toujours cet annuaire en fait centralisé qui permet de mettre les gens en relation les unes avec les autres. Dites-vous bien que si on ne demande rien aux utilisateurs, c'est que forcément il y a un serveur quelque part sur la planète qui fait le job et qui met en relation les uns avec les autres. Grâce à cet annuaire, et ces annuaires poussent les clés en fait, pour chiffrer en fait, donc, les messages. Et donc la vraie différence, c'est que nous, avec Olvid, vous l'avez compris, ça se passe de personne à personne et surtout pas d'interaction avec ce serveur en fait, donc, centralisé. Juste quelque chose sur Signal. Quand vous faites confiance donc, à Signal, alors certes, Signal, c'est une fondation. On peut imaginer qu'il n'exploite pas les données personnelles, mais vous êtes encore en train de faire confiance à un serveur sur le sol américain. Sur Signal, il y a quelques métadonnées qui sont en clair. Et donc, ça veut dire que le gouvernement américain peut regarder un peu ce qui se passe sur le serveur en fait, donc, de Signal. Et donc, nous, on pense que, imaginons chez Signal, OK, c'est une super fondation, mais imaginons quelqu'un de malveillant chez Signal, un administrateur en fait, donc, du serveur, pourrait en fait prendre connaissance de certaines informations, les revendre, en fait, etc. Nous, on part du principe que l'éditeur de la solution, l'administrateur du serveur qui héberge la solution, en aucun cas doit avoir connaissance à quoi que ce soit. Au moins, s'il est malveillant, s'il ne fait pas son travail ou quoi que ce soit, eh bien, on est sûr que les données ne seront pas en fait, donc, révélées à ces tiers. D'accord.
Alors, Signal prétend, justement, en continuant sur Signal, Signal prétend sauvegarder les données des utilisateurs sur plusieurs serveurs dans plusieurs pays différents et donc plusieurs juridictions différentes, ce qui rendrait donc compliqué l'exécution d'une décision de justice autorisant l'accès aux données. Donc là, c'est une référence au cloud out américain. Que pensez-vous de cet argument? Alors, oui, en fait, il y a donc si je regarde en fait la loi française, par exemple, avant de parler donc des Américains, tout éditeur de solutions de cryptographie, comment dire, doit coopérer avec la justice sous ordre de réquisition en fait, donc, judiciaire. Donc, le code pénal, en fait, donc, le précise. Donc, nous, effectivement, nous n'avons accès à rien. Donc, ce qu'on peut donner, en fait, ce sont en fait, donc, les clés publiques. Il se trouve que demain, si on est opérateur de télécommunications, il se trouve que dans la législation française, donc, il y a une directive européenne qui est sortie et qui va être transposée dans le droit donc, français. Il se trouve qu'on a les adresses IP, mais qu'on n'exploite pas, qu'on ne stocke pas, qu'on ne conserve pas. On n'en a pas besoin pour fonctionner, uniquement parce qu'on passe sur Internet, parce qu'il y a des gens qui peuvent utiliser Olvid sans passer par Internet, par d'autres solutions. Mais il faudra, quand on deviendra un opérateur de télécommunications, fournir les adresses IP qu'il faudra conserver. On va les sécuriser évidemment et les conserver de manière en fait, extrêmement sécurisée. Donc un juge ou quelqu'un qui va administrer en fait donc comment dire un dossier. Et avec ces adresses IP, le procureur ou un juge peuvent en fait donc essayer de regarder qui s'est connecté en fait donc à la solution grâce à l'adresse en fait donc IP. Donc ça c'est pour la loi en fait donc française. Après, comment dire, quand vous avez des solutions avec un annuaire en fait centralisé, encore une fois, et qui est soumise à des lois qui échappent au territoire français, donc ça sont des lois en fait donc américaines, eh bien oui, quand vous utilisez en fait donc le signal, un tiers, c'est-à-dire les renseignements américains, peuvent prendre connaissance de tout ce qui se passe sur les serveurs en fait, donc de Signal, quand bien même Signal en fait, fait du chiffrement en fait, donc de bout en bout, le fait d'avoir un serveur centralisé, d'avoir des numéros de téléphone, ce sont déjà en fait, donc, des éléments qui peuvent être évidemment très intéressants pour un attaquant ou un État américain pour savoir qui utilise le signal, à quelle fréquence, qui parle à qui, quel numéro de téléphone parle à quel numéro de téléphone. Dans le cas d'une fusion-acquisition, ça peut être intéressant qu'il y a comment dire, deux entreprises qui ont des conversations assez régulières et on peut imaginer qu'ils vont se rapprocher. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui peuvent révéler des stratégies économiques d'entreprises qui utilisent ce type de messagerie. Alors, une autre question plus sur le fonctionnement. Vous l'avez déjà évoqué, mais je pense que c'est important de le rappeler. Si vous n'avez pas un annuaire, comment fait l'utilisateur pour contacter son interlocuteur? Est-ce qu'il doit échanger des codes Oui, avec des personnes? oui, il n'y a pas de magie. La cryptographie fait deux choses. Soit elle fait confiance à un tiers de confiance et l'annuaire centralisé pour mettre en relation les uns avec les autres. Soit ça se fait de personne à personne avec ce qu'on appelle un canal authentique, c'est-à-dire la voix. Avec la voix, vous allez me reconnaître, vous allez voir mon visage, en gros, vous me connaissez. Et ça permet de créer une relation de confiance. Donc, soit vous passez par un tiers de confiance, un serveur, soit vous passez de personne à personne avec des éléments qui permettent d'identifier la personne physique, la voix, le visage, etc. Quand les gens en fait, téléchargent en fait, donc Olvid, il rentre un nom, un prénom. Encore une fois, vous n'êtes pas en train de partager ces informations avec nous, vous n'êtes pas en train de créer un compte. À un moment, vous allez vous retrouver dans l'application et vous êtes un peu désarçonné parce que vous n'avez personne dans votre carnet de contact puisque c'est à vous de le créer. Et vous avez un gros bouton plus. Là, vous allez appuyer sur le bouton plus et envoyer des invitations à des personnes avec lesquelles vous voulez échanger de manière sécurisée. Vous envoyez des invitations par n'importe quel moyen, WhatsApp, peu importe. La personne va recevoir, tiens, par exemple, Christine voudrait rentrer en contact donc, avec moi. J'accepte. Pour le moment, rien n'est sécurisé. Mais à un moment, le fait d'accepter, on va créer des protocoles cryptographiques sur chacun donc, des téléphones. Et à un moment, ça prend entre 15 et 20 secondes, vous allez devoir échanger un code de 4 chiffres. Ce code de 4 chiffres, il n'est pas secret. Il faut être sûr simplement quand vous allez rentrer en fait, le code de 4 chiffres de votre correspondant et que votre correspondant échange remplit votre code de 4 chiffres dans l'application, il faut être sûr de la personne qui est en train de vous donner ces 4 chiffres. Une fois que vous les avez remplis, c'est terminé, vous pouvez commencer à échanger comme sur WhatsApp. C'est-à-dire que vous avez vérifié
l'authentification et l'identité de la personne avec laquelle vous correspondez. On arrive à prouver en cryptographie qu'il y a un risque sur 100 millions et un seul, et de manière aléatoire, qu'un attaquant pourrait en fait justement prendre votre place sur votre téléphone et remplir le code de 4 chiffres que votre interlocuteur vient de vous donner. On arrive à le prouver mathématiquement et c'est pour ça que les cryptographes, et notamment le président de l'Association internationale des cryptologues, qui s'appelle Michel Abdallah, qui est un Français qui a fait l'ENS, a commis un article sur Olvid et qui a expliqué qu'un risque sur 100 millions, c'est du jamais vu. Il y a une seule possibilité pour un attaquant d'essayer de faire de manière complètement aléatoire, en gros, remplir un code de 4 chiffres de part et d'autre sur 2 téléphones qu'il faudrait qu'il maîtrise. Et bien, c'est pour ça qu'on arrive à dire qu'on est la messagerie la plus sécurisée du monde, parce que, encore une fois, il est quasiment en fait, donc impossible qu'un attaquant puisse en fait récupérer les 2 codes, les inscrire dans 2 téléphones complètement séparés. C'est pour ça que cryptographiquement, et c'est la cryptographie qui le permet, Dolvid permet en fait justement d'échanger de manière sécurisée. Je suis étudiant à l'EFRAI Paris et je n'arrive pas à convaincre ma classe, parfois c'est même notre entreprise tout simplement, d'utiliser Olvid. Personne n'a Olvid, c'est une application en plus, par exemple nous avons Signal. Comment faire pour les convaincre? Eh bien, c'est tout le travail que l'on fait. Alors nous, on ne vous cache pas qu'on a fait une version gratuite pour la population française. On pourra parler de la version internationale, mais en tout cas, on a voulu, il y a WhatsApp, Signal américain, il y a Telegram en Russie. Et sachez qu'à partir de 3 personnes, sur Telegram, tout est en clair sur les serveurs en Russie. Ils ne chiffrent pas les conversations à plus de 3 personnes. C'est juste énorme. Et c'est pourtant ce qu'ils font. Mais nous, on s'adresse vraiment aux entreprises en priorité. Et la version en fait, donc, gratuite permet en fait, justement, pour ceux qui le veulent, mais ça reste en fait, gratuit, d'utiliser en fait, donc, Olvid. Alors, comment en fait, changer les choses? Eh bien, peut-être qu'un jour, Elon Musk ou une autre personne diront passez sur Olvid parce qu'on a leur modèle de sécurité est tellement différent que là, pour le coup, ça sera vraiment la solution messagerie la plus sécurisée au monde. Et là, il y aura peut-être une prise de conscience en fait, donc, des personnes et on pourra être utilisé donc, dans le monde entier. On n'en est pas encore en fait, donc, à aller convaincre ce type de personnes. Peut-être qu'un jour, en fait, donc, ça arrivera. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a créé la boîte en mai 2019. Il y a 5 ans de R&D en fait, donc, au préalable pour créer ces protocoles cryptographiques. On est assez peu connu. On commence en fait donc à l'être, mais effectivement la culture du changement c'est très compliqué. Et puis je vais vous dire une chose, 99,9999% des gens s'en foutent complètement des données personnelles, de la vie privée, il faut dire ce qui est. Et c'est pour ça que les entreprises non, parce qu'il y a des vrais enjeux économiques pour les entreprises, c'est pour ça qu'on vend aux entreprises et qu'on n'a pas de version payante pour le grand public. Peut-être qu'un jour, ça changera. Moi, j'aime bien prendre en fait, donc, l'image où les nouvelles générations, le développement durable, sauver la planète, respecter sa vie privée, ce sont peut-être des valeurs qui vont peut-être changer les modes de comportement dans l'utilisation des outils, notamment des messageries instantanées. Mais très franchement, aujourd'hui, malheureusement, la plupart des personnes, et c'est comme ça, continuent en fait à utiliser leur propre messagerie. Puis c'est vrai que c'est compliqué de changer. Il y a un petit travail qui est demandé, qui prend peu de temps, mais c'est compliqué en fait d'utiliser en fait nos codes. C'est pas aussi simple que WhatsApp. Mais au moins, vous avez compris avec cette conférence, je l'espère, que si c'est très simple, il y a forcément une faille quelque part dans la sécurité. Alors, nous avons Olvid est-il compatible avec un mobile device management afin de permettre au RSSI de veiller à la fuite des données? Alors, Olvid fonctionne sur n'importe quel type en fait, donc de téléphone. Nous, c'est ce qu'on a voulu faire en fait. Finalement, c'est augmenter le niveau de sécurité et mettre dans les mains de n'importe qui la possibilité d'utiliser en fait, donc, Olvid de manière en fait, donc, assez facile. Et donc, nous, ce que l'on veut, c'est prouver que on a, et ça a été vraiment la prouesse technologique, que Olvid puisse être utilisé par n'importe qui, en gros comme WhatsApp, mais avec un niveau de sécurité en fait, donc, qui est absolu, incarné dans une application qui ressemble beaucoup en fait, donc, à WhatsApp. On a encore beaucoup en fait, donc, de travail. On va rajouter des émoticônes, des emojis, en fait, pour vraiment se rapprocher le plus possible de toutes les fonctionnalités que vous avez dans les messageries en fait, du grand public. Notamment, il y a quelque chose que nous avons fait, c'est que nous avons créé des messages éphémères, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de paramétrer
la visualisation, par exemple, d'un message pendant 3 secondes. C'est-à-dire, vous ouvrez le message et vous voyez 3 secondes. Et on a pris toutes les solutions du marché, WhatsApp, Telegram, Signal, et on a essayé de faire le meilleur des mondes et de donner en fait donc la possibilité aux gens de pouvoir paramétrer la suppression automatique des messages ou la visualisation temporaire en fait donc des messages. Et tout ça pour vous dire que notre objectif, c'est à terme de pouvoir avoir une messagerie qui soit la plus ressemblante des messageries grand public. Pourquoi? Parce que, et c'est peut-être pour répondre à la question de tout à l'heure, si un jour on souhaite que Olvit puisse être utilisé, il faut que les gens puissent retrouver des fonctionnalités qui sont finalement des fonctionnalités qui sont devenues de base. Les 2,7 milliards donc, de personnes qui utilisent en fait, donc, WhatsApp, elles ont du mal aussi à bouger de WhatsApp parce que si on ne leur donne pas l'ensemble des fonctionnalités à périmètre constant, elles ont pris des habitudes et elles n'ont pas envie de perdre ces habitudes en changeant de solution. Vous avez évoqué les problèmes aussi de sécurisation de ce qu'on pouvait transférer sur WeTransfer. Est-ce que vous avez une alternative plus sécurisée à proposer? Est-ce que Swift Ben, transfère aussi peut-être? alors, toutes ces solutions, en fait, les données sont claires sur les serveurs. C'est pas chiffré. Et puis, même si c'est chiffré, vous avez un serveur centralisé qui distribue les clés de chiffrement. Toutes. C'est pour ça qu'Olvid est très singulier et très particulier. Et c'est pour ça qu'on a gagné tous les prix de cybersécurité en 2020. Parce que cette technologie permet de s'affranchir de ces fameux en fait, donc, serveurs. Et non, mais utilisez Olvid. Je vous téléchargez Olvid et vous envoyez un fichier d'un ou 2 gigaoctets, ça va passer en instantané, vous le verrez. Et quand vous aurez la version desktop dont la sortie est prévue à la fin de l'année, donc, vous aurez avec du multi-device la possibilité de commencer une conversation via un smartphone et de la poursuivre sur votre ordinateur avec la même identité. Et là, quand vous aurez une version Olvid sur ordinateur, vous irez en fait chercher sur votre disque dur un très gros fichier et vous la balancerez en fait donc via la version desktop en fait donc d'Olvid. Donc, j'ai envie de dire la bonne réponse, eh bien, si vous voulez avoir la même expérience que WeTransfer, vous pouvez déjà utiliser Olvid en tant qu'application mobile et dès que vous aurez la version desktop, vous aurez la même expérience utilisateur. Alors, comment expliquer que le gouvernement ne se sert pas de votre messagerie? Et ensuite, avez-vous un avis sur Chap, donc la messagerie, pour ceux qui ne le savent pas, qui est sécurisée Mm. et qui est utilisée par certains services de l'État? Mm. Sur cette question, on a vu notamment que beaucoup de gendarmerie n'utilisaient pas du tout Chap et continuaient à évoluer sur WhatsApp. Mm. Il y a eu beaucoup de vulnérabilités aussi qui ont été mises en avant. Qu'est-ce que vous pensez Alors, deuxièmement, premièrement, je suis déjà au deuxièmement. Premièrement, messagerie en fait donc Chap, c'est fondé sur des standards en open source qui s'appellent Matrix. Et qui à la base n'était pas fait pour faire du chiffrement de bout en bout, ça a été rajouté en fait donc après. Donc mes associés docteurs en cryptographie sont très sévères sur l'utilisation de ce standard. Et surtout, c'est basé sur un serveur en fait donc centralisé et on pense que ce type de serveur peut se faire hacker. Et d'ailleurs, quand on discute au plus haut sommet de l'État, quand on pose la question et vos serveurs, vous pensez qu'ils vont se faire hacker et ils nous disent mais la question c'est pas de savoir si on va se faire hacker, c'est quand. Ils le savent. Deuxième élément, au sommet de l'État, à certains niveaux dans les ministères, les gens utilisent en fait donc Olvid. Et troisième en fait donc élément, nous en fait on pense que de toute façon Chap c'est prévu pour des gens des ministères en fait de la fonction publique. Et ce qui est important dans une solution de messagerie, c'est qu'elle soit ouverte, qu'elle puisse être utilisée par tout un chacun. Quand vous êtes haut fonctionnaire et que vous voulez parler avec un grand patron de l'industrie ou avec un consultant, eh ben, il faut qu'il puisse utiliser en fait donc la messagerie instantanée. Donc attention à des messageries qui ne sont ouvertes que sur certains profils. Il ne faut pas, Chap est ouvert en fait pour les fonctionnaires. Nous, Olvid, on est ouvert en fait donc à tous, qu'on soit fonctionnaire ou du secteur privé. Toujours sur la question de Chap, j'ai vu qu'il y avait, face aux vulnérabilités, de nombreuses, la volonté de sécuriser davantage, cette messagerie, et il y a eu un appel d'offres, notamment, fait par l'État. Comment vous vous positionnez vis-à-vis de ça? Est-ce que, il y a peut-être, une envie est-ce qu'il y a une possibilité qu'Olvid, réponde à cet appel d'offres? Alors non, je l'ai vu passer, hein, donc 4 millions d'euros, 1 million en fait donc par an.
Je l'ai vu passer, en fait, je l'ai lu. Non, non, on ne répondra pas parce que nous, on n'a pas du tout. Peut-être qu'un jour, on pourra remplacer en fait notre chat, mais on n'a pas vocation à intégrer chat. On n'est pas du tout dans les mêmes modèles de sécurité. On n'a pas les mêmes protocoles cryptographiques. On ne fait pas confiance en fait donc à des serveurs. Et donc, c'est deux produits complètement en fait donc différents. Je pense que Chap a eu le mérite en fait donc d'exister. Maintenant, on voit bien que il y a des appels d'offres et donc ils vont sous-traiter. Le développement de fonctionnalités et la maintenance. Et là, il faut trouver des gens de très très haut niveau. Et je peux vous dire que nous, on ne sous-traitera jamais en fait la sécurité donc de notre produit. Ce type de produit en cybersécurité doit être en fait donc maîtrisé par un noyau restreint en fait donc de personnes. On se méfie beaucoup en fait donc des sous-traitants en matière de cryptographie. C'est la possibilité en fait donc d'ouvrir votre code à des personnes à l'extérieur et on ne le fera jamais. Ça pose tout simplement des problèmes d'intelligence économique. Que répondez-vous au gouvernement qui, dans la lutte contre les réseaux de trafiquants, veulent éviter que des personnes malveillantes utilisent ce type d'outils? Oui, oui. Alors ça a été d'ailleurs le marketing de Telegram, hein, où les trafiquants de drogue, les terroristes utilisaient en fait Telegram. Ce qu'on peut vous dire, hein, on a un certain nombre de discussions au plus haut sommet. Malheureusement, les terroristes n'attendent pas des messageries instantanées comme Olvid pour pouvoir passer en fait à l'action. Ils ont plein d'autres en fait solutions. Et d'une manière en fait générale, on regarde toujours qu'est-ce qui se passe si c'est mal en fait utilisé et qu'est-ce que vous faites de l'intégralité des entreprises qui se font cyberhacker. 60% des entreprises aujourd'hui qui subissent une cyberattaque ne se relèvent pas, déposent le bilan dans les PME. C'est une guerre économique totale. Personne ne le voit. Elle fera des ravages. Elle mettra à bas les démocraties. Si vous n'avez plus de solution de chiffrement, vous n'aurez plus de démocratie, plus de fonctionnement donc économique. Et si jamais vous mettez une backdoor pour l'État français en disant bon, bah, au moins vous, État français, vous pourrez prendre connaissance de ce qui se passe sur Olvid, eh bien, sachez qu'une backdoor, ça peut se faire repérer et par n'importe qui, en fait, quel attaquant, qui n'est pas forcément justement bienveillant. Et donc, si vous mettez une backdoor dans un produit de cryptographie, vous donnez la possibilité à n'importe qui sur la planète de pouvoir s'immiscer dans les conversations. Donc, nous, on a un positionnement en fait, qui est très simple. On a fait en fait nos Covid pour répondre à tous ces gens, ces entreprises qui n'ont absolument pas de solution en fait, sécurisée, qui se font piller en fait, leurs données. Et malheureusement, les terroristes en fait, utilisent bien d'autres moyens en fait, d'action pour entrer, bien d'autres moyens de communication pour entrer en, fait, en action. Et encore une fois, si jamais on peut collaborer avec la police judiciaire, on peut donner en fait, des adresses IP en fait, si besoin. Ça leur suffit. Ce qu'on peut vous dire, c'est que les premiers qui recommandent Olvid, c'est la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, organise plus de 1500 séminaires chaque année dans les administrations et les entreprises, et la seule alternative à l'ensemble des solutions du marché, et pour vraiment préserver les communications, c'est Olvid, et ce sont même les renseignements intérieurs français et internationaux qui recommandent aux entreprises de passer sur Olvid. Alors, une qualification par l'ANSSI est-elle prévue? Je crois que c'est déjà fait, vous avez été certifié. Non, alors nous avons une certification de premier niveau. Une qualification, ça voudrait dire que il faudrait sécuriser le téléphone. Tout le monde sait que sur les smartphones Android ou iPhone, vous pouvez durcir l'application, sécuriser, mettre des mots de passe et tout. Si un État veut la craquer, il pourra avoir accès à votre téléphone. Donc, si on devait faire une qualification au niveau en fait, donc de l'ANSSI, ça voudrait dire en fait, qu'il faut sécuriser un Android. C'est pas possible. Et donc, en fait, on n'ira pas. Alors après, on a d'autres. On commence à réfléchir, faire tourner Olvid sur du hardware extrêmement en fait sécurisé. Ça sera en fait donc possible, mais on verra pour la suite. Mais pour le moment, on se contente entre guillemets de notre CSPN, certificat de sécurité de premier niveau de l'ANSSI, où encore une fois, on est la seule messagerie à avoir obtenu cette certification. Et pour ceux que ça intéresse, on a mis sur notre site internet
et c'est même Guillaume Poupard, le directeur général de l'ANSSI, qui nous l'a recommandé. On a mis les 100 pages de résultats en fait, donc de l'audit et qui prouvent qu'il n'y a pas de vulnérabilité dans Olvid. On a même fait juste un mot là-dessus, on a même fait un bug bounty, c'est-à-dire qu'il y a Yes We Hack, où on a 15 000 hackers du monde entier qui essayent de hacker Olvid. Depuis plus d'1 an, on avait lancé cette action-là au Forum international de la cybersécurité à Lille en janvier 2020. D'accord. Alors justement, vous venez de parler du CSPN et le rapport public Synactive sont des bons points, mais l'open source nous permet de veiller justement à la durée et au fil des mises à jour. Est-ce que finalement l'open source n'est pas une suite inévitable pour Olvid? Mais vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que dans des tweets récemment, en fait, il y a 2 mois, on s'est engagé, on le fera en 2021. Olvid passera en open source. Ça fait partie de la logique. Alors, il faut nous donner le temps parce que quand on fait l'open source, après, il y a des gens qui font des remontées, il faut savoir les traiter, il faut avoir une certaine bande passante pour pouvoir traiter cela. Le Signal, par exemple, n'a pas été en open source tout de suite. Hein. Il faut aussi remettre dans un contexte. Nous, on a créé la boîte en mai 2019. Il faut nous donner du temps, mais il y a un engagement où Olvid sera en open source. Si demain, en fait, nous devions en fait, disparaître, nous individus ou nos sociétés, la communauté, c'est aussi pour ça en fait, qu'on l'a fait, pourra en fait, continuer à utiliser en fait, nos Olvid. Alors, est-ce possible de voir une mise à jour d'Olvid qui permet de voir l'état de connexion du correspondant, ou est-ce que c'est contre vos principes de respect de la vie privée? Qu'est-ce que vous appelez l'état de connexion du correspondant? Je suppose, vous pouvez répondre, mais je suppose que ça doit être, est-ce que la personne a vu? Est-ce que la personne est connectée? Alors, tout ceci est paramétrable. Mais par exemple, si vous n'avez pas envie, en fait, de montrer que vous avez lu le message, en fait, on a différents. Quand vous envoyez en fait un message, il y a un petit lapin qui apparaît très furtivement parce qu'il est en train de poster en fait le message de votre téléphone au serveur. Quand le message a été déposé sur le serveur, vous avez un autre identifiant. Quand le serveur a déposé sur le téléphone de l'interlocuteur, vous en avez un troisième. Et quand l'interlocuteur a vu le message, ouvert le message, il y en a un quatrième. Mais tout ceci est paramétrable. Donc, si vous n'avez pas envie que votre interlocuteur, comme les 2 petites coches là sur WhatsApp, si vous n'avez pas envie en fait de prouver que vous avez lu le message, il suffit en fait de ne pas l'indiquer et c'est tout est paramétrable. D'accord. Alors, on a beaucoup parlé de Telegram. Telegram a annoncé hier avoir levé 1 milliard de dollars, et notamment avec une suspicion d'une participation d'un fonds contrôlé par le Kremlin, donc le Russian Direct Investment Fund. Est-ce que ça ne pose pas un problème d'ingérence? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec le Cloud Act américain, c'est-à-dire que les services de renseignement, les services de l'État pourraient avoir accès à nos données. Comment vous vous positionnez dans cette relation à l'investissement étatique, à l'heure notamment où on parle beaucoup de souveraineté numérique Alors, française et européenne? 2 choses. La première, oui, l'État est derrière. Je vous l'ai dit, hein, pour Telegram, à partir de 3 utilisateurs, interlocuteurs, dans un groupe, tout est en clair sur les serveurs en Russie. Donc, c'est absolument pas évidemment sécurisé. Nous, ce qu'on dit sur la problématique de la souveraineté nationale, c'est finalement en fait, assez simple. En aucun cas, la nationalité, la société morale ou de la nationalité des fondateurs de la société doivent rentrer en fait en jeu. Là, on nous dit utiliser en fait Olvid, c'est français. Donc vous avez tout à fait raison. Mais nous, on dit surtout utiliser Olvid parce que technologiquement, nous, en tant qu'éditeurs, on arrive en fait à prouver que la sécurité ne repose plus en fait sur les serveurs. Et donc ces débats de souveraineté nationale, c'est surtout des débats d'indépendance par rapport aux éditeurs américains ou aux éditeurs en fait étrangers. C'est dans quelle mesure on peut reprendre possession de ces données. Mais vous voyez, c'est pas une question de souveraineté nationale, de nationalité en fait des solutions, des éditeurs, des fondateurs, des sociétés morales. C'est une question de souveraineté des données, et donc les seules personnes qui doivent avoir une souveraineté sur les données, c'est ceux qui les produisent. C'est un individu qui envoie une photo de vacances en fait à son épouse. C'est une entreprise, et c'est elle et elle seule qui doit détenir ses propres données. Donc la souveraineté, c'est surtout, quand on dit souveraineté nationale, c'est l'indépendance par rapport finalement
aux solutions étrangères. Nous, ce qu'on dit avec Olvid, c'est l'indépendance même par rapport à l'éditeur en fait donc de la solution, au serveur en fait donc d'Olvid. Et nous, on est finalement en fait donc assez convaincus que ce qui fait qu'une solution fait la différence, c'est la puissance de la technologie. Et c'est comme ça qu'on s'inscrit, nous, dans un moyen en fait, donc à long terme. C'est pour répondre à la question, si un jour, pourquoi en fait on n'est pas aussi connu que Signal, nous on pense que notre modèle de sécurité et la puissance de notre technologie ne fera en sorte que les gens ne se posent plus la question si c'est français ou pas, ils se posent la question si c'est sécurisé ou pas, peu importe si on est français. D'accord. Et comment on concurrence des fonds d'investissement, des levées de fonds à 1 milliard? Parce que forcément, au niveau technologique, ça doit peser Alors, sur oui, des mais avantages. comme en concurrence, déjà, en fait, donc on arrive à prouver et on fait de l'évangélisation et plus on est connu, plus on ouvre notre bouche et plus on dit que tout est Telegram, super, 1 milliard, mais ne l'utilisez pas parce que tout est en clair sur les serveurs en fait donc en Russie et que le Kremlin peut y avoir accès. Donc déjà, en fait, on explique, on fait de l'évangélisation pour pas qu'il y ait des utilisateurs qui utilisent en fait donc Telegram. Et puis la deuxième chose, après, comment en fait on se positionne sur le marché en fait donc de l'investissement. C'est un vaste en fait donc sujet. Nous, on pense que quand les technologies sont très puissantes, à un moment ou à un autre, ça se sait. Maintenant, le vrai enjeu pour Olvid, maintenant qu'on a prouvé que le niveau de sécurité est sans précédent, c'est la facilité d'utilisation. Et on a beaucoup de travail encore à faire là-dessus. Et il y a même pas mal de DSI qui nous disent, bon, OK, vous avez gagné tous les prix, vous avez l'ANSI, la certification. Moi, ce que je veux maintenant, c'est que ce soit facile à déployer, à utiliser. Et c'est pour ça qu'on est en train de travailler sur la manière de s'interfacer avec un Active Directory, un annuaire donc dans l'entreprise, de manière à ce que les gens ne s'échangent pas un code de 4 chiffres avec les collègues de travail, pour qu'ils puissent s'authentifier auprès d'un serveur de l'entreprise. Mais encore une fois, nous, on est convaincus, alors je le dis souvent, ce n'est pas parce que vous avez la plus belle technologie du monde que vous y arrivez. C'est toujours en fait un mixte de personnalités des fondateurs, de premiers clients qui sont prêts en fait donc à témoigner, d'évangélisation, de prise de connaissance. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait là ce soir, c'est-à-dire essayer d'expliquer en fait donc les choses. On sait que la masse restera sur WhatsApp et Signal, mais on sait qu'il y a quelques entreprises qui commencent à passer sur Olvid, et on sait peut-être qu'il y aura quelques centaines de milliers de personnes dans le monde qui commenceront à utiliser en fait nos Olvid. Quand les scandales à répétition continueront, et on verra le pillage en fait donc des données, et on verra et on le voit très bien quand vous consultez, c'est toujours les mêmes exemples, hein, mais quand vous consultez dans le mois plusieurs fois des sites internet sur le cancer, et donc parce que c'est une problématique qui vous concerne, eh bien on peut imaginer que ces données de consultation évidemment seront revendues à des assureurs, et le jour où vous voudrez vous faire en fait donc assurer et qu'il y a une suspicion parce que vous avez tapé le mot cancer et que vous passez votre vie sur un site sur ces informations, et bien comme par hasard, soit vous n'aurez pas votre assurance, soit vous aurez une prime qui sera extrêmement fait donc élevée. Eh bien ces scandales-là ne sont pas encore massivement en fait, donc, comprises par les gens. Mais l'exploitation en fait, donc, des données et des fuites de données, déjà dans le monde de l'entreprise, les entreprises commencent vraiment à bien prendre conscience qu'il faut absolument que ça cesse, quoi. D'accord. Alors, une dernière question. Vous Mhm. avez parlé de décentralisation. Est-ce que vous voyez des synergies possibles avec des projets de protection de données personnelles, français eux aussi, comme XSL Labs, qui s'appuient sur la blockchain? Alors, un mot sur la blockchain. La blockchain, c'est une très mauvaise idée pour faire de la communication. Pourquoi? Imaginons que les mineurs qui doivent valider les nœuds en fait, donc, de communication soient à plus de 50% administrés par la Chine, par exemple. Imaginons que l'État chinois, dans la blockchain, prend possession de plus de 50% des nœuds et des relais. Eh bien, elle pourra en fait donc influencer les validations en fait, donc, des communications. Ce que l'on dit, c'est que la blockchain, vous décentralisez la sécurité, mais vous êtes toujours à la merci d'un tout-puissant avec des milliers de serveurs, par exemple, sur le sol en fait, chinois, qui pourraient en fait, justement
poser en fait de problème en termes de confidentialité et de validation en fait, donc des communications. Donc nous, on pense que la blockchain, c'est pas du tout une bonne idée pour la communication. Et après, sur la manière de s'interfacer ou de raconter des histoires en termes de données personnelles, oui, on a des idées, des partenariats, parce que évidemment, notre positionnement qui est très fort, parce qu'on parle beaucoup d'entreprises, de B2B, etc. Mais aussi, Olvid, c'est quand même la messagerie qui permet de respecter la vie privée, les données personnelles de tout un chacun, d'un individu, d'un salarié, en fait, etc. Et évidemment qu'on réfléchit, on est approché par un certain nombre d'acteurs qui ont à cœur en fait d'essayer de trouver des solutions et d'essayer de raconter des histoires convaincantes pour protéger les données personnelles sur le marché. Alors, notre événement touche à sa fin. J'espère que, hormis les 3 personnes qui utilisaient déjà Olvid, on a eu d'autres. Vous avez réussi votre stratégie d'évangélisation. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre demande Je vous en d'événement. prie, merci Christine. Merci aussi aux personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. J'espère que vous repartirez avec, au-delà d'utiliser Olvid, avec l'impression et la nécessité d'être convaincu de la nécessité de protéger vos télécommunications, même privées, et pas seulement dans un cadre professionnel. Un article sera aussi rapidement mis à disposition sur notre site et on verra comment on gère cet enregistrement pour vous le mettre à disposition. Il n'y a rien de confidentiel, donc vous pouvez enregistrer. Merci aux membres de l'association et plus particulièrement à Camille, Constantinos et Marine qui m'ont aidé à organiser cet événement. Et pour les intéressés, nous vous donnons rendez-vous dès mercredi prochain à 13 h pour un événement, cette fois-ci sur la cyberdiplomatie, avec l'ambassadrice estonienne Eli Tirmaklar, qui est chargée de cette question pour le ministère des Affaires étrangères estonien. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.